En 1958, le film d'Ingmar Bergman, Les Fraises sauvages, remporte la plus haute récompense du Festival de Berlin. Avec ce film et avec Le Septième Sceau, commençait le deuxième âge d'or du cinéma suédois. Victor Sjöström interprète le rôle d'un vieux professeur qui se penche sur son enfance. C'était le dernier film de Sjöström, l'un des plus grands acteurs et metteurs en scène du premier âge d'or. L'homme dont Carl Dreyer disait qu'il était le père du film d'art suédois. Le 1er janvier 1918 eut lieu la première du film Les Proscrits dans la plus prestigieuse salle de Stockholm, le Rödakvarn. À la sortie du film en France, le critique Louis Deluc écrivit « Voici sans aucun doute le plus beau film du monde ». Les films suédois traitaient de l'homme et de la nature, de cette communion tout à fait nordique avec la nature, qui est sans équivalent et qui fut une source d'inspiration pour les réalisateurs européens. On rappelle tous les films de Sjöström, tous ces films-là, nous les voyions. Ça faisait partie, alors là, d'une espèce d'élite de pensée et d'exécution cinématographique remarquable. Il y a eu toute une école suédoise qui a été capitale sur le plan de l'évolution de la dramaturgie cinématographique française. Le film avait été tourné en extérieur à Abisko, dans le nord de la Suède. Victor Sjöström jouait le rôle du bandit Berg Eivind. Et Edith Erastoff interprétait sa femme Alla. Ils étaient amants dans le film comme dans la vie. Ils étaient tombés amoureux dès le premier regard et leur liaison durait depuis longtemps. J'étais déjà dans le ventre de ma mère quand ils ont tourné ce film. Ils se sont mariés plus tard. Ça n'a pas été facile pour eux. Ma mère n'arrivait pas à obtenir son divorce. 5 ans ont passé avant qu'ils puissent se marier. Le jour de leur mariage, nous tenions tous une rose et nous avons fait la révérence en disant « Félicitations ». Dans le film, pas de happy end de ce genre. Alors qu'elle fuit la police, Alla tue sa fille plutôt que de la laisser capturer. Ses remords détruisent son amour pour son mari. Elle n'a plus de raison de vivre. L'histoire du cinéma suédois avait commencé 10 ans auparavant dans la petite ville de Kristianstad, au sud de la Suède, avec la création de la compagnie Svenska Bio. La Suède était alors un pays économiquement arriéré et depuis des années, elle se dépeuplait au profit des États-Unis. En 1910, un film est tourné à bord d'un bateau des migrants. Ce film et d'autres faisaient partie d'une campagne destinée à décourager les candidats à l'émigration. Les moyens de la Svenska Bio étant limités, l'équipe dut se contenter de tourner en Angleterre et la ville de Hull tint le rôle de New York. Dans ce film, le jeu des acteurs et la mise en scène étaient aussi rudimentaires que l'intrigue mélodramatique. On y voyait les immigrants trompés, abusés, drogués, dépouillés et jetés à la rue. Mais en 1912, la Suède reprenait confiance.
1912 est la première année qui est comptée dans l'histoire du cinéma suédois. Une petite société cinématographique de province s'est implantée à Stockholm. Il y a installé ses studios, ouvert un laboratoire et s'est mise à organiser sa production de films. La première année d'activité de la Svenska Bio devait tourner autour d'un petit groupe d'hommes qui allait sortir le cinéma suédois de l'artisanat pour le porter à l'avant-garde du cinéma européen. Moritz Stiller était metteur en scène de théâtre. Il n'était arrivé en Suède que 2 ans plus tôt. C'était un juif russe de Finlande et un excentrique flamboyant. C'est Max Jacob qui demeure son premier lecteur. Léris se lie avec Georges Limbourg et Georges Bataille. Il rencontre Daniel-Henri Kenweller, le marchand et historien du cubisme qui organise la première exposition André Masson en 1924. Raoul Blomet, je ne peux pas dire que nous étions constitués comme groupe, puisque nous n'avions pas de revue, nous n'avions rien du tout. Mais enfin, nous, disons, Limbourg, Artaud, moi-même, Salacrou, qui était avec nous à ce moment-là, nous voyions presque quotidiennement dans l'atelier de Masson, 45 rue Blomet, où habitait aussi Miro, qui avait l'atelier juste à côté. Nous lisions en littérature, nous étions au courant de ce qui se passait, mais nous n'avions aucun rapport, sauf Lamour, qui connaissait déjà Aragon et Desnos. Nous n'avions aucun rapport avec les surréalistes de la rue Fontaine. Il y a eu une exposition Masson à la Galerie Simon, dont s'occupait Daniel-Henri Kenweller, qui par la suite est devenu mon beau-frère. Il y avait une exposition Masson dans laquelle Breton a beaucoup remarqué, un tableau intitulé Les 4 éléments, qu'il a considéré comme tout proche du surréalisme. Il est donc allé voir Masson, puis Masson a adhéré au mouvement surréaliste, puis moi-même à sa suite, etc. En 1924, Léris adhère au mouvement surréaliste. André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Robert Desnos, de quelques années ses aînés, l'entraînent vers des contrées sauvages pour lesquelles il n'est d'autre passeport que le désir, l'imaginaire, le rêve, le hasard. La figure d'André Breton, dont Léris comme d'autres finit par contester l'autorité, n'en demeure pas moins une figure marquante dans sa vie. Il se ralliera toujours au mot d'ordre que Breton avait lancé. Amour, poésie, liberté. Les rêves que Léris note presque chaque matin sont pour lui le matériau poétique par excellence. Sur la page de garde de son journal, il colle les prédictions de la voyante Angelina Sacco, que Breton avait lui-même consultée. Il publie Le pays de mes rêves dans le numéro 2 de la Révolution surréaliste. Quand ces aînés m'ont accueilli, ont pris un texte de moi pour la Révolution surréaliste, et j'étais franchement comblé. Ça m'a fait un plaisir énorme. Hein. C'était, je peux dire, un des grands plaisirs que j'ai eu dans ma vie littéraire. D'être reconnu comme un des leurs, par ces gens que j'admirais. Le Point cardinal, l'un de ses tout premiers livres, prolonge ses poèmes et ses récits de rêves.
En août 1925, à 24 ans, Léris s'est fiancée avec Louise Godon, dite Z. À présent, Léris ne rêve plus seule. Le 2 février 1926, nous nous mariâmes civilement, sans inviter personne. Et cela acheva de rompre les ponts entre certains membres de ma famille et moi, ce dont je ne fus pas autrement affecté. Mais cette idée de déchéance inhérente, selon moi, au mariage, devait constamment me hanter. Et maintenant encore, il m'advient de me demander si la femme avec qui l'on vit, portrait de ce qu'on a désiré, n'est pas, quelque digne d'amour qu'elle puisse être, le reproche quotidien de ne pas avoir visé trop haut et d'avoir pu se contenter. En 1927, il s'embarque seul pour le Caire, où il rejoint Georges Limbourg, qui enseigne la philosophie dans un lycée français. En panne d'écriture et d'inspiration, il espère trouver dans le voyage une façon de se ressourcer. Comme autre souvenir de mère, il y a celui de mon départ de Marseille, alors que j'étais marié et que pour la première fois, j'espérais me délivrer en fuyant de ce qui intérieurement me rongeait. Je partais alors pour l'Égypte, allant rejoindre au Caire ce même ami avec qui j'avais parcouru les bas quartiers du Havre. Le paquebot lentement s'arrachant, je vis le bras d'eau se former, puis grandir entre le bastingage et le quai. Minute d'une plénitude déchirante qu'il est impossible de retrouver une fois perdue cette virginité du premier départ. En Égypte puis en Grèce où il se rend, il écrira Aurora, son premier et seul roman qui ne sera publié qu'en 1946. Me trouvant à Olympie, je ne pus résister au désir d'offrir une libation d'un certain ordre aux ruines du temple de Zeus. Je me rappelle qu'il faisait un beau soleil, qu'on entendait beaucoup de bruit d'insectes, que cela sentait le pain et je vois encore l'offrande intime couler sur la tendre pierre grise. J'avais nettement l'idée, pas littéraire du tout, mais vraiment spontanée, qu'il s'agissait d'un sacrifice, avec tout ce que ce mot sacrifice comporte de mystique et de grisant. Au retour, il rompt officiellement avec le surréalisme. Délaissant l'imaginaire, il s'oblige à une poésie du quotidien et du banal. Fut-il celui des vacances où il se retrouve avec Masson, Picasso, Kahnweiler et Zette. Il apprend à nager. Avec les surréalistes restés orthodoxes, c'était la rupture totale. Il y a une chose dont il faut bien prendre compte, et que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je suis certainement pas le seul à l'avoir dit. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le mouvement surréaliste était un mouvement, par définition, très passionnel. Alors, forcément, les divergences prenaient un tour passionnel, comme des espèces de scènes de ménage où on se traite dans la boue, on se menace de mort éventuellement, et en vérité parce qu'on est très proche. Dans la mesure même où on est tout proche, on est plus intransigeant, plus catégorique. André Masson peint Un homme dans un intérieur, portrait cubiste de Michel Léris. Devenu surréaliste dissident, Léris se rapproche de Bataille, qui dirige la revue Document. À l'idéalisme des surréalistes, Bataille et Léris veulent opposer une vision bas matérialiste du monde. La vie n'est-elle pas un incessant mouvement de va-et-vient, de l'ordure à l'idéal et de l'idéal à l'ordure? Léris lit Freud et entreprend une psychanalyse qui durera 6 ans. Je voudrais tomber malade à force de sincérité. Donner l'exemple unique d'un homme qui, somme toute, s'est rarement illusionné sur lui-même et a su mieux que quiconque voir clair en lui. J'aimerais avoir le courage d'écrire dans ce cahier des choses de ce genre. Aujourd'hui, j'ai chié de telle manière, j'ai fait l'amour de telle autre, j'ai pensé cela de telle ou telle, je me suis branlé, j'ai mangé de bon appétit,
J'ai ri de telle stupidité. À tel moment de la journée, j'ai cru que j'avais du génie. J'ai été flatté de telles choses qu'on m'a dites. J'ai espéré être publié dans telle revue. J'ai tel éditeur. J'ai eu peur de telle ou telle chose, etc., etc. Influencé par un coup de dé, de Mallarmé, Léris traite les mots comme des moyens de déclencher les pensées. Jeter les mots comme on jette les dés. Tel est le principe du glossaire. Sorte de jeu de mots et de calembours, où est surtout rechercher la coïncidence entre le sens et le son d'un mot, comme pour mieux en sentir ce qu'il appelle la chair. En partie financée par un gala de boxe que le noir américain Al Brown donne au cirque d'hiver, la mission ethnographique Dakar-Djibouti va durer 2 ans. À la revue Document, Léris a rencontré l'ethnologue Marcel Griaule, qui le recrute comme secrétaire archiviste de la mission. Léris apprend le métier d'ethnographe sur le terrain. Collecter des objets, rédiger des fiches, enquêter sur les rites et rêves des autres devient son pain quotidien. La quête de soi se double d'une quête de l'autre. En juin 1932, la mission arrive au bord du Nil. Voici enfin l'Afrique, la terre des 50 degrés à l'ombre, des convois d'esclaves, des festins cannibales, des crânes vides et de toutes les choses qui sont mangées, corrodées, perdues. La haute silhouette du maudit famélique qui m'a toujours hanté se dresse entre le soleil et moi. C'est sous son ombre que je marche, ombre plus dure mais plus revigorante que les plus diamantés des rayons. « 17 juillet. Un rêve m'attendrit, me tire presque les larmes des yeux. Après des déplacements, des aventures compliquées, je retrouve Zette, qui est presque une petite fille, et constate qu'elle a eu une liaison avec un de mes amis. Aussi est-ce bien ma faute, je l'ai trop abandonnée. Je lui explique en quelques mots, elle me revient tout de suite. Mais c'est sur moi que pèse le remords. J'éprouve par-dessus tout une terrible pitié. « 18 juillet. Je suis comme châtré. Et voilà peut-être au fond tout mon problème. Pourquoi je voyage? Pourquoi je m'ennuie? Pourquoi, à une certaine époque, assez platement, je me saoulais? Voilà aussi ce que depuis longtemps je me voue. Mais je n'ai pas encore osé l'écrire, même pour moi. Encore bien moins le dire à qui que ce soit. Il m'a fallu quelques semaines à peine de vie abyssine pour être au pied du mur et comprendre avec la plus indiscutable lucidité que coûte, il faut changer. Gondar en Éthiopie. Léris quitte ses compagnons de la mission et s'installe chez la grande prêtresse des Génisards, Malkam Ayaou. 23 juillet. Travail intense auquel je me livre avec une certaine assiduité, mais sans une once de passion. J'aimerais mieux être possédé qu'étudier les possédés. Connaître charnellement une zarine que connaître scientifiquement ses tenants et aboutissants. La connaissance abstraite ne sera jamais pour moi qu'un pis-aller. Peuple de génie mâles ou femelles, les Zars sont censés être les responsables des maladies ou des infirmités qui frappent les Éthiopiens. Par l'entrée en transe du patient, la grande prêtresse peut identifier le Zar responsable et se le concilier grâce à des offrandes et des sacrifices. Étudiant les possédés, Léris en vient à être possédé par son attirance pour la zarine Emma Waish, la fille de Malkam Ayaou. Devenir autre que ce que l'on est, voilà ce qui le fascine dans la possession. Il continue d'écrire son journal intime, cherchant à montrer que c'est par le maximum de subjectivité qu'on atteint l'objectivité. Il arrive dans l'écriture de son journal à dépasser les propres normes. S'il s'était fixé des normes d'ethnographe, il s'était fixé des normes d'écrivain intimiste qui écrivait son journal, un journal intime en Afrique, par rapport, avec une certaine distanciation, donc par rapport à son rôle d'ethnographe. Donc les choses étaient bien situées. Quand il a rencontré Maya Wish, tout ça a basculé, il a commencé à mélanger ce qui était l'ethnographie, ce qui était l'écriture,
Et ça s'y aboutit à faire naître un véritable ethnologue. Parce que quand on voit, par exemple, le livre lui-même, il appelle l'Afrique fantôme, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce titre, il vient de l'épisode de son amour même à Emma Wish. À la fin du séjour, elle vient, pour la première fois, elle est habillée très proprement, des vêtements parfaitement blancs, et il dit, mais pourquoi vient-elle là, si ce n'est pour me rappeler qu'il y a en moi un fantôme plus terrible que tous les arts. Et après, il va y avoir tout un décalage avec l'objectivation. Donc ce fantôme qui est intérieur, c'est Emma Wish qui va devenir fantôme, et c'est l'Afrique qui va devenir fantôme. Et donc, chaque fois qu'il y a une production comme ça, objective extérieure, ça se rattache à des événements intérieurs. Et je crois que sur la possession, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et c'est pour ça que c'est très délicat à mettre dans une histoire de l'ethnographie, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont fait de l'ethnographie en lisant leurs prédécesseurs et en disant « mais qu'est-ce que je ne pourrais pas rajouter une virgule, je ne pourrais pas m'y opposer ». Et lui, c'est parti d'une nécessité intérieure, donc c'est très différent. Le butin de la mission Dakar-Djibouti est de 3600 objets. Léris travaille au musée d'ethnographie du Trocadéro. Il entreprend des études d'ethnologie. Le sacrifice qu'en ethnographe il venait d'étudier chez d'autres peuples, Léris le retrouve au cœur de sa culture, dans les arènes. Il écrit Miroir de la tauromachie qu'illustre André Masson. La figure du torero devient l'emblème de l'écrivain, la corne du taureau la métaphore de l'écriture. Léris ne conçoit pas d'autre manière d'écrire que celle où l'on se risque en disant tout. Je me résignais mal à n'être qu'un littérateur. Le matador qui tire du danger couru, occasion d'être plus brillant que jamais, et montre toute la qualité de son style à l'instant qu'il est le plus menacé. Voilà ce qui m'émerveillait. Voilà ce que je voulais être. Il y a pour le torero menace réelle de mort, ce qui n'existera jamais pour l'artiste. Suis-je donc fondé à me tenir la comparaison et à regarder comme valable mon essai d'introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une œuvre littéraire? Le fait d'écrire peut-il jamais entraîner pour celui qui en fait profession un danger qui, pour n'être pas mortel, soit du moins positif? Comme dans le jazz et dans toutes sortes d'événements culturels qui ont donné lieu à des épreuves réelles, pratiques dans la vie de Léris, il y a au point de départ des communautés amicales, des communautés qui portent des noms, qui sont illustrées par des actes littéraires, par des livres, Georges Bataille, l'histoire de l'œil, André Masson, sa peinture, Picasso plus tard, et à chaque fois il s'agit pour lui d'une mise en miroir et en réflexion de sa propre perception, évidemment. Il s'agit aussi d'une vraie communauté, ce sont des lieux où on va ensemble. Et y allant ensemble, on y pense ensemble. Et quand je lui demandais à quand remontait sa dernière perception personnelle d'une corrida, il me disait « oui, t'es allé la dernière fois avec Pablo Picasso ». Et j'étais certain que d'avoir vu une corrida dans cette proximité-là changeait tout aussi. On ne regarde pas les taureaux de la même façon selon les voisins avec qui on est. L'arène, c'est un lieu de voisinage, c'est un lieu de débat imaginaire avec celui qui est à côté de vous. Je comptais sur un soin rigoureux apporté à l'écriture, sur la lueur tragique également dont serait éclairé l'ensemble de mon récit, par les symboles mêmes que je mettais en œuvre. Figures bibliques et de l'Antiquité classique, héros de théâtre ou bien le torero. En 1935, il achève la rédaction de L'Âge d'homme. Traiter les états intérieurs comme s'il s'agissait de choses physiques, palpables. Le portrait est sans complaisance. Picasso lui dit que son pire ou meilleur ennemi n'aurait pas fait mieux.
Livre initiatique, l'âge d'homme est placé sous la double enseigne de Lucrèce, la femme qui se sacrifie, et de Judith, la femme qui décapite. Léris s'identifiant à Holoferne, l'homme décapité. Il se rapproche de Bataille qui l'invite, avec Roger Caillois, à participer à la fondation d'un collège de sociologie, dont le but est de s'interroger sur toutes les formes du sacré dans la vie sociale. En janvier 1938, il prononce une conférence sur le sacré dans la vie quotidienne. C'est dans ses souvenirs d'enfance qu'il trouve le sacré. En juin 1939, Léris est mobilisé. Maréchal des logis, il est affecté à Beni Ounif, dans le sud algérien. De Zet, il ne s'est pas seulement éloigné physiquement. Une crise traverse le couple. Ce séjour forcé l'amène à faire le point sur lui-même. Ma chère Zette, inutile de revenir sur ce qui s'est passé avant mon départ. J'en ai assez de m'expliquer et de rabâcher toutes sortes de choses sur moi-même. J'aimerais avoir le courage de me renfermer dans le plus complet silence. Ce que je peux te dire de plus dur et de plus franc, c'est que j'ai toujours eu la nostalgie de l'amour. La vie de Chambré, l'inaction mais pas l'ennui. Il lit Melville et Proust. Il forme le projet de la règle du jeu, prend des notes pour le premier tome, Bifure. De cette nouvelle confrontation de souvenirs d'enfance, il espère découvrir ce qu'il appelle son art poétique et révéler cet autre qui est en lui. Il rencontre Radija, la prostituée. Je veux, moi, raconter l'histoire de Radija, ou plutôt mon histoire avec Radija, fille publique que j'ai rencontrée quand j'étais soldat à Beni Ounif. Mon envie de rester à ses côtés l'emportait de beaucoup sur le désir proprement érotique. J'avais le goût de cette fille, un goût que je pourrais dire enfantin. Banale passion de sous-officier, Léris transforme cette rencontre de quelques nuits en une véritable épopée amoureuse, qu'il raconte dans Fourbi, le deuxième tome de la règle du jeu. Il procède toujours de la même façon, partir de têtes d'épingle, de petits riens, de simples accidents de langage ou des menus accros de la vie, et en faire des mythes vécus. La guerre, l'exode, l'occupation, les persécutions. Démobilisé, Léris rejoint Ken Weller, en zone libre, qui en tant que juif a dû quitter Paris et sa galerie. Pour la sauver d'une mise sous séquestre, menace qui pesait sur tous les biens juifs, Zette en devient la propriétaire. Elle s'appellera désormais Galerie Louise Léris. Chez lui, il cache des amis, des collègues, il en perd aussi, et des plus proches. Les membres du réseau de résistance du Musée de l'Homme, fusillés au Mont Valérien, et ceux déportés comme Max Jacob, Robert Desnos, Deborah Lifshitz. En avril 1942, Léris et sa femme emménagent au 53 bis quai des Grands Augustins, où ils demeureront jusqu'à la fin de leur vie. En 1944, la pièce de Picasso, Le désir attrapé par la queue, est créée dans l'appartement des Léris, dans une mise en scène d'Albert Camus. Queneau, Sartre, Léris y interprètent les rôles principaux. L'amitié avec Sartre l'amène à participer à la fondation des temps modernes. Entre-temps, il publie Bagatelle végétale, autre forme de jeu de mots, et les récits de rêves de Nuit sans nuit. Je marche le long d'une plage, menacé d'être englouti. Je suis coiffé d'un haut de forme, surmonté par une flamme qui me semble un feu de Pentecôte, et j'ai de longs cheveux. Sous l'influence de Sartre, Léris dénonce le racisme, rejette le colonialisme. Il se lie avec Aimé Césaire qu'il qualifie de grand porte-parole du monde noir. Présence discrète, Z devient son point d'équilibre. Elle force l'amour et la reconnaissance, mais elle ne parvient pas à écarter de lui ses tourments et démons intérieurs. Il se sent devenir un exilé, où qu'il se trouve. Témoin privilégié de sa vie, Z reste le principal destinataire de la règle du jeu. De tous ces grands projets contemporains, la plupart sont restés inachevés. Sartre n'a pas fini les chemins de la liberté, Aragon n'a pas fini les communistes. Léris, curieusement, qui lui a toujours utilisé la note de l'inachevé, avec beaucoup de pathétique quelquefois, paradoxalement,
il est celui qui a écrit son 4e volume. Il a bouclé le projet qu'il a formé en 1940. À travers la plupart des études publiées sur Fourby ou sur l'ensemble de mon œuvre, un leitmotiv courait, mon obsession de la mort. Et à les lire, il me semblait qu'il en était de mes écrits comme il en est dans l'air des cartes de Carmen. En vain j'avais mêlé, coupé, battu, espérant qu'il sortirait enfin une carte heureuse. Ce qui se manifestait dans l'étalement des figures et des valeurs non imagées de mon jeu, c'était la mort, encore, toujours la mort. Léris a été jusqu'au bout un autobiographe malgré lui, ou disons avec une certaine mauvaise conscience. Ce que Léris, ça fait partie, disons, de l'image de l'écrivain romantique qui est quand même très présente chez Léris. Ce que Léris a toujours voulu être, c'est un poète, et non pas du tout un prosateur qui analyse sa vie sur une espèce d'interminable divan de psychanalyste. Et ce qui se passe malgré tout avec le dernier volume de La Règle du jeu, avec Frais le bruit, c'est l'émergence de la poésie. En 1955, Léris se rend en Chine avec une délégation d'intellectuels français. Je les ai faits dans Bifurge, je les ai faits, etc., dans ces grandes phrases qui s'entrelacent, qui se reprennent, qui se disent, qui se répercutent, etc. Et je dois dire que pour moi, les grands voyages faits avec Léris, beaucoup plus encore que celui que j'étais en train de faire en avion pour aller à Pékin, c'était le voyage avec son écriture, ses mots. Lorsqu'on veut dire son amour à une personne, on fait un poème. Et c'est là que j'ai dû apprendre le chinois, et fortement encouragé par Michel d'ailleurs. J'ai dû apprendre le peu que je sais de chinois, et donc je n'ai perdu des nuits et des nuits. Enfin, je pense que c'était pendant ce temps-là qu'il rédigeait son voyage en Chine, parce que je suis ébloui, mais ébloui par ce livre, hein, à quel point c'était précis, à quel point ça s'est passé aujourd'hui, et à chaque page, enfin. On est resté pendant très longtemps sur la lancée chinoise, parce qu'il y a eu ce que j'appelle un événement très important, enfin, et pour lui et pour moi, cette scène qui m'a complètement bouleversé. J'ai vu Michel en train de pleurer. Et il a eu cette phrase qui était formidable. Après ce qui vient de se passer, bon, c'était le voyage, donc c'était pas une épopée, c'était pas... Après ce qui vient de se passer, hein, et toi et moi, on sera toujours des exilés. Dans la nuit du 29 au 30 mai 1957, il a 56 ans, Léris tente de se suicider. Il reste 4 jours dans le coma. Emportant ma provision de toxiques, je passai au WC. Enfermé là, d'un mouvement rapide, je me fourrai le contenu des 6 flacons dans la bouche. Mon coup fait, je gagnai ma chambre et m'allongeai près de ma femme, dans l'état d'esprit d'un enfant qui vient de s'empiffrer clandestinement de friandises et voudrait son pardon sans avoir à le demander. Triple aspect de ma tentative. Suicide littéraire, suicide passionnel, geste morbide. Espèce de pétrification tragique à laquelle en sont arrivés mes rapports avec Z, qui est devenue comme une statue du commandeur. Mauvaise conscience que j'ai vis-à-vis d'elle, à cause de mes voyages, sorte de fugue, de mon état de dépendance économique, comme si j'avais été un faiseur de beaux mariages, l'ethnographie n'ayant jamais été pour moi un véritable métier, de mon absence de véritable passion physique, de ma littérature, dans laquelle elle se trouve mise en cause désagréablement, pseudo-vérité qui règne entre nous,
basé sur les livres où, soi-disant, je dis tout. Tout dire, tout noter. Depuis l'Afrique fantôme, Léry en a fait un principe d'écriture, une règle de vie. Mais qui est-il? Est-il plus vrai dans ses livres où il dit soi-disant tout, ou dans sa vie quotidienne, qui comporte tous ces mensonges nécessaires? Sur la table bureau, placée au milieu de sa chambre à coucher, dans des cahiers au format d'écolier, Léry tient un journal, continue de rédiger son autobiographie. C'est là aussi qu'il écrit des poèmes et compose des essais sur ses amis peintres et écrivains. Masson, Picasso, Giacometti, Miro, Bataille, Limbourg, Max Jacob. À l'époque, quand je l'ai rencontré, il n'y avait quand même pas beaucoup de gens qui connaissaient Michel Léry en dehors des grands passionnés de littérature. Je me souviens que parfois j'allais dans des librairies pour essayer de trouver des livres ou simplement parler de lui et on connaissait à peine son nom. Comme L'Âge d'homme était paru déjà bien des années auparavant, il n'y avait guère que Fourbi qui se trouvait sur les rayons des libraires. Je l'ai rencontré, je crois, une douzaine, une quinzaine de fois. Le plus souvent, c'était donc au Musée de l'Homme. Et là, on déjeunait au restaurant du Musée de l'Homme. Une autre fois, on s'était rencontrés à la brasserie Lippe. Il me parlait, bien sûr, des écrivains qu'il aimait, lui aussi, et notamment de Proust. Et puis, on a parlé aussi de Rousseau et de Nerval. L'urgence du réel lui fait oublier pour un temps sa difficulté à être. Considérant qu'un ethnologue ne peut être que l'avocat naturel des populations qu'il étudie, Léry s'élève contre la guerre d'Algérie et aux côtés de Sartre, Bataille, Blanchot et de bien d'autres, signe le manifeste des 121 qui proclame le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Il participe à des manifestations et apporte son aide matérielle à quelques insoumis. En décembre 1960, le CNRS, où il est chercheur et ethnologue depuis 1939, lui inflige un blâme avec inscription au dossier pour avoir signé le manifeste des 121. Cela n'entame pas l'enthousiasme révolutionnaire qu'il retrouve, ni la conception engagée qu'il se fait de l'ethnologie et de la littérature. Ses deux voyages à Cuba, en 1967 et 1968, le confirment dans cet élan. À 66 ans, il se trouve une nouvelle raison de vivre et de lutter. Au congrès des intellectuels du monde entier, réunis à La Havane, il donne une allocution sur la recherche scientifique et la création artistique dans les pays sortant du sous-développement. Chercher à faire coïncider pensée poétique et pensée révolutionnaire, tel est le but. Léry rentre de Cuba extrêmement, j'allais dire, dopé, politiquement, extrêmement enthousiasmé par cette atmosphère révolutionnaire festive qu'il a découvert à Cuba. Simultanément, les rues de Paris entrent en ébullition et ça a été pour Léry un moment, je dirais, à la fois d'enthousiasme et d'une espèce de nouvelle jeunesse un peu enfin, touchante, poétique, très romantique. Il y a un côté peut-être Lamartine ou Chopin enfin, qui s'est manifesté à ce moment-là. Mais dans tous les cas, il est certain que pour lui, de Cuba au mai 68 parisien, c'est le même mouvement. Pavés lancés, voitures culbutées, palissades brisées, gros tuyaux exhumés, arbres coupés, flammes, gaz à faire pleurer ou suffoquer, grenades tonnantes, matraquage policier, phrases à grand spectacle qui, au printemps dernier, bafouaient, à Paris, les syntaxes. Plus fauve et plus rude que celle étalée sur les murs, elle a réduit à rien la mienne, trop volubile et fuyante comme une eau. Mais Cuba, comme la Chine avant et même 1968 après,
apportent leur part de désillusion. Pour s'en sortir de lui-même, c'est à lui-même que ces événements le renvoient, plus incertain encore. Il n'en continue pas moins d'exercer consciencieusement son métier d'ethnographe, se rendant chaque matin au musée de l'Homme par l'autobus 63 comme un refuge. Le musée qui autrefois me faisait songer au bordel serait plutôt pour moi, aujourd'hui, une église. Solution ancienne, se dépenser. Solution actuelle, se recueillir. Passage de la rive gauche à la rive droite de la Seine, de l'autobiographie où il écrit tout de lui, à l'ethnographie où il transcrit la parole des autres. Je suis toujours resté prisonnier d'une ambiguïté. En Afrique, j'ai toujours été un colonial qui prenait plus ou moins le parti des nègres. Dans l'Europe d'aujourd'hui, je suis un bourgeois qui prend plus ou moins le parti des ouvriers. Devenu sur le tard un auteur renommé, ici avec Jean Paulhan lors d'un cocktail donné par les éditions Gallimard, Léry s'enferme dans une sorte de discrétion ombrageuse. Il fuit les caméras de télévision, accorde peu d'interviews, refuse le Grand Prix national des lettres qui lui est décerné en 1980. Toutefois, en 1984, Zet et lui fondons aux musées nationaux de toutes leurs collections de peintures et sculptures. De Francis Bacon, qui fut l'un de ses derniers et plus grands amis et qu'il contribua à faire connaître en France, Léry retient surtout le réalisme des œuvres et la présence en elles de l'artiste. Mener son travail à la façon dont on court sa chance. Chance d'être encore en vie. Et c'est une fois de plus un jeu contre la mort devenu plus proche, auquel il va se livrer. Je crois que je suis resté surréaliste en ce sens que pour moi c'est finalement, et tout le monde le fait, la poésie qui reste la valeur essentielle, la valeur englobante, enfin celle qui englobe toutes les autres. La poésie, telle que la voulaient les surréalistes, ça englobe les trois catégories traditionnelles définies par Victor Cousin, le beau, le vrai, le bien. Voilà à peu près ce que je dirais. Dans sa maison de campagne à Saint-Hilaire, près d'Étampes, où avec sa femme il se rend chaque week-end, Léry s'écrit ses derniers livres. Langage t'engage, accords et à cri, images de marque. Ces livres auxquels il tient, écrit-il, autant qu'un enfant peut tenir à de vieux jouets. « 18 novembre. D'une certaine façon, je suis l'anti-héros de mes écrits dits autobiographiques. Que voit-on en effet au centre de ceux-ci? Un homme des plus quelconques, à la vie des plus quelconques, mais qui simplement sait se regarder et se raconter. » En 1986, Zet est très malade. Elle a 84 ans. Elle meurt le 24 septembre 1988, alors que, écrit-il dans son journal, il venait de souverainement dîner. Il se reproche de ne pas lui avoir donné d'enfant. 9 octobre. Ce que, parlant des œuvres d'art accrochées à nos murs, m'avait dit Zet au cours du dernier week-end que nous avons passé à Saint-Hilaire. Ça aide à vivre. Le 7 novembre 1989, Léry note dans son journal cette dernière phrase, presque illisible. Il n'écrira plus. Moins d'un an plus tard, le 30 septembre 1990 au matin, à 89 ans, Léry s'éteint dans sa maison de Saint-Hilaire. À l'infirmière de nuit qui était venue lui proposer une tisane pour son petit déjeuner, il répondit, toujours soucieux semble-t-il de l'emploi des mots comme de l'usage des choses, « Non, du thé. »